Nord Kivu. Gédéon, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bien merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à toute la communauté congolaise et la diaspora congolaise. Merci. Nous voyons un entretien avec vous, un entretien exclusif ce matin, je crois le dernier pour cette semaine. Mais nous allons en tout cas, tout au long de cette interview, nous allons revenir sur différentes questions qui ont marqué la semaine. Et pour commencer, on fait un tour à Rutshuru. Gédéon, vous êtes de l'IDPS, je l'ai dit tantôt. Quelles sont les dernières informations que vous avez de Rutshuru ce matin? Je rappelle que nous sommes le samedi. Merci. Rutshuru, c'est une zone opérationnelle jusqu'à preuve de contraire. Nous pensons que là, la poursuite, la chance aux terroristes M23 continue toujours. Bien qu'on n'ait pas écouté les coups de balle. On n'a pas écouté les coups de balle aujourd'hui, mais nous pensons que c'est ça l'actualité. Alors, en tout cas, ça c'est un sujet d'ailleurs principal de cet entretien. Une information relayée par les journalistes de Digital Congo, mais qui cite sa source Aimé Mukanda, qui est le président de la société civile du territoire de Rutshuru. Des hélicoptères de l'armée rwandaise, RDF, ont atterri hier vendredi 19 août à Jomba et Gisigari. Là, nous sommes dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Ces engins sont venus transporter des minerais dont l'or exploité par les rebelles du M23 dans cette zone et ravitailler en tout cas ces rebelles. Donc l'information est qu'il y a eu des hélicoptères de RDF qui ont atterri sur le sol congolais, précisément à Rutshuru, pour transporter les minerais, parce qu'il faut rappeler que ça fait, je crois, des semaines que la société civile en tout cas a alerté sur une exploitation des minerais dans des zones occupées, j'ai dit occupées par les M23. Mais hier, nous avons appris en tout cas que la société civile a encore alerté que, parce que cette société civile, elle est sur place avec la population, elle a alerté d'avoir vu avec ses propres yeux les hélicoptères du Rwanda, de l'armée rwandaise, atterrir à Rutshuru, à Gisigari, Jomba, dans des zones occupées par les M23 pour transporter des minéraux qui ont été déjà, notamment l'or, déjà exploités par les M23 et aussi ravitailler les rebelles qui sont sur place. Vous, l'IDPS, comment vous trouvez cette information? Parce que ça fait longtemps qu'on alerte par rapport à cette exploitation illicite dans cette zone. Bon, ça fait pas longtemps, je pense une semaine que nous avons appris sur cette situation. Elle reste encore à vérifier cette information parce que l'endroit où on nous dit que les M23 sont en train d'exploiter, sur la carte géographique et minière, je ne vois pas. Il y a Jomba qui est là, oui. On a dit qu'on a découvert des minéraux là-bas, des matières premières. Au moins que ça ne soit pas une nouvelle découverte. Oui. Ça peut être possible. Le Congo, c'est un scandale géologique. Et puis, toutefois, quand un rebelle se place quelque part, il faut bien noter qu'il y a des vrais réseaux et des vrais réseaux sont des réseaux d'exploitation. Parce que si vous voyez de près, la guerre, c'est une guerre économique, mais aussi avec les attitudes du Rwanda par rapport à ce que nous avons vécu tout ce temps-là. C'était l'exploitation du Congo. Et donc, ça fait qu'on peut affirmer les informations comme ça. Des hélicoptères, réellement, est-ce que l'information officiellement est vérifiée? Aussi, je doute encore parce que, au-delà de tout ça, mais je me dis que ça confirme plus l'implication du Rwanda. Bien sûr que c'est déjà hors série, mais ça nous donne encore la force de la poursuite sur les Rwandais ou les Rwandais, parce que des fois, ils veulent se montrer le bout du nez dans cette affaire, alors qu'il n'y a que eux qui sont à la base de tout ça. Et s'il y a eu les hélicoptères rwandais, c'est une bonne chose. Alors, nous sommes en train d'accumuler les réseaux pour essayer de frapper fortement les Rwandais, mais aussi
que le monde entier soit au courant de tout ce qui se passe, sans doute. Et ceux qui peuvent condamner, ils vont condamner. Et ceux qui ne vont pas condamner, alors ils seront en train de soutenir. Et maintenant, comment comprendre que l'M23 tienne toujours ses positions? Parce qu'il faut rappeler que Jomba aussi devient une position stratégique. Est-ce que c'est parce qu'il y aurait déjà cette exploitation d'une manière illicite des minéraux dans cette zone? Ou bien pourquoi comprendre cela? Tout à fait. Si vous avez suivi même la communication de l'armée, il ne faut pas encore faire une attaque qui sera tellement légère. Il fallait bien préparer l'attaque et que cette fois-ci, il faut que ça se passe avec détermination pour chasser l'ennemi. Je pense que notre armée est en train de se préparer sérieusement. C'est là où j'ai l'occasion de faire, disons, jeter un regard sur l'entrée des militaires de l'EAC, de la force régionale, mais vous avez suivi aussi l'attitude du président, la présidente de la République de Tanzanie sur cette affaire. S'il vous plaît, Gédéon, nous allons tenter de joindre au téléphone un confrère journaliste qui est à Rutshuru présentement. C'est M. Daniel Chemati, c'est un journaliste local qui est là. Nous allons l'appeler au téléphone. Nous allons en tout cas revenir sur cette question parce que c'est une question très sérieuse. Nous allons l'appeler au téléphone pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe sur le terrain par rapport à cette exploitation annoncée. Ça circule déjà sur les réseaux sociaux. Nous allons tenter de joindre notre confrère Daniel Chemati, qui est un journaliste local. Il est en tout cas à Rutshuru. Je vais voir... Nous tentons en tout cas, nous voulons apporter un peu de lumière. Monsieur Daniel Chemati, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un journaliste congolais, vous êtes à Rutshuru. Nous vous appelons parce que nous voulons en tout cas vérifier l'information, parce qu'au moins vous suivez de près ce qui se passe dans le Rutshuru depuis la résurgence du M23 avec des affrontements entre les FARDC et les M23 dans cette partie est du pays. Mais l'information s'est matée, c'est depuis en tout cas ça fait une semaine. D'ailleurs, il y a la société civile qui avait déjà alerté par rapport à une exploitation qui serait en train d'être faite par les M23 dans les Jomba. Là, je rappelle que c'est dans les Rutshuru. Maintenant, c'est hier que nous avons appris qu'il y aurait, là, permettez-moi que je les mette au conditionnel, qu'il y aurait des hélicoptères, des avions de l'armée rwandaise et qui ont atterri à Rutshuru, précisément dans les Jomba Gisigari, pour récupérer des minéraux. Est-ce que vous avez appris d'abord cette information et qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça? Voilà, alors merci beaucoup. D'abord, il faut préciser ici que depuis le début des offensives ou des combats entre les rebelles du M23 et les forces de la RDC, c'est que il y a non seulement les combats sur le terrain, il y a vraiment une vraie guerre d'information également à travers notamment les réseaux sociaux. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les combats, sur cette guerre, mais qui sont généralement des informations qui rentrent dans cette guerre, qu'est-ce que j'appelle moi une guerre d'information. Alors, s'il faut parler des faits que vous venez d'évoquer, il y a, comme vous l'avez dit, plus d'une semaine maintenant que ces informations circulaient dans les réseaux sociaux faisant état d'une exploitation des minéraux dans les Jomba, derrière la paroisse catholique de Jomba. Oui. Alors il faut préciser ici d'abord qu'il n'y a pas de mine derrière la paroisse catholique de Jomba. Et néanmoins, comme les M23, parmi les M23 ou dans les rangs des M23, il y a des jeunes qui viennent du groupement de Jomba qui sont natifs du territoire de Rutshuru. Alors ça fait très longtemps qu'il y a des informations. Vous voyez la paroisse de Jomba, la paroisse catholique de Jomba,
c'est une ancienne paroisse, et autour de cette paroisse, il y avait des édifices, des maisons qui avaient été abandonnées par les Belges à l'époque. Alors, il y a des informations depuis très longtemps qui font état des cachettes de minerais que les Belges auraient laissés ou abandonnés dans ces édifices-là, dans ces anciennes constructions. Alors, ça fait très longtemps qu'il y a des jeunes qui tentent, souvent sans résultat, à fouiller, à chercher un peu dans ce fouillis. Alors, pendant la guerre, il y a des gens, des jeunes qui sont affiliés au M23, qui ont voulu profiter de cette situation pour retourner là-bas et essayer de fouiller. Mais monsieur Daniel, vous savez que le Congo, c'est un scandale géographique, géologique, pardon. Est-ce que le fait que, parce que normalement, on n'a pas vraiment une bonne source, parce que jusque-là, l'armée ne s'est pas encore prononcée quant à ça par rapport à cette exploitation. Est-ce qu'on peut douter que Jomba n'a pas vraiment de minerais? On ne peut pas l'affirmer ou l'affirmer parce que vous l'avez vous-même dit, hein, il y a la RDC, c'est cette magie des ressources minières. Il y en a presque partout. Malheureusement, d'ailleurs, pour nous Congolais, généralement, on n'est même pas au courant de la présence des minéraux dans nos zones. C'est vrai que jusque-là, en tout cas d'après nos recherches, il n'y a aucune étude qui a prouvé, par exemple, qu'il y a de l'or, parce qu'on a parlé notamment de l'or dans les Jomba. En tout cas, il n'y a aucune étude jusque-là qui a prouvé qu'il y avait des gisements d'or dans les Jomba. Pas officiellement, en tout cas. Alors, c'est vrai, je vous ai parlé tout à l'heure des cachettes. Il y a des gens qui parlent des cachettes, des minerais, entre autres de l'or ou d'autres minéraux, qui seraient enfouis dans les sols, dans cette zone-là, donc autour de la paroisse des Jomba. Et ce serait ces cachettes-là, supposées, que ces jeunes qui sont affiliés au M23, et il y a certaines sources que moi j'ai interrogées. Vous savez, la zone, elle est actuellement très difficile à pouvoir, en tout cas, visiter ou... en tout cas, c'est très difficile d'y accéder. Mais pour moi, j'ai interrogé le responsable de la ferme, qui est la cible de cette exploitation supposée, et lui, il m'a confirmé que c'était plutôt des gens qui chercheraient. En tout cas, ce n'est pas une mine du genre ce que nous connaissons. D'accord. Alors, il faut le dire comme ça, c'est faux. Dernière question, monsieur Chemati, vous êtes sur place. C'est quoi la situation actuelle et quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport Parce qu'il faut rappeler que c'est depuis les 16 qu'on a encore appris par rapport à la reprise des affrontements, des hostilités entre l'M23 et les FARDC. Alors la situation, c'est presque la même, hein, c'est presque la même, ce que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant. Le groupement, donc à la limite entre le groupement des Jomba et de Boueza, actuellement d'abord, Boueza, il faut préciser, Boueza est occupé à plus de 90% maintenant par les rebelles du M23. C'est vrai que c'est un petit groupement. Les gens parlent plus de Jomba, mais ils ne parlent pas beaucoup de Boueza. Mais actuellement, les M23 sont plus dans le groupement de Boueza. C'est vrai que Jomba est un peu plus développé. Vous avez le centre de Bunagana qui fait parler de lui, mais il y a Boueza qui est plus occupé. Et il y a des combats qui ont repris, comme vous l'avez dit, depuis plus de 3 jours maintenant. Ce sont des combats ce sont malheureusement les M23 qui attaquent les positions des FARDC, et les FARDC essayent de contenir ces attaques. Malheureusement, les M23, ils ont changé un peu de stratégie maintenant. Ils commencent même à s'attaquer
aux paisibles citoyens. Ça signifie, depuis d'ailleurs plus d'une semaine maintenant, il refusait que les populations fassent le mouvement. Ça signifie, si vous allez vers leur zone ou les zones où ils contrôlent, ils pouvaient vous accepter de venir, mais pas de sortir. Merci beaucoup. Alors ça a commencé depuis plus d'une semaine, mais les combats continuent autour de Boueza et Jomba. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Je rappelle que vous êtes un journaliste, vous êtes précisément à Kiwanja. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin avec nous. Je vous en prie, merci. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes sur Congo Live Télévision, vous nous suivez de partout. GDO, vous avez suivi notre confrère Chemati, qui est en tout cas à retour. Au moins lui, il est sur place. En tout cas, il a essayé un peu de décrire ce qui se passe, les dernières informations sur place. Mais comme la question reste préoccupante, permettez-moi que je vous pose la même question. Est-ce qu'il y a lieu de douter? Parce que vous-même, vous l'avez évoqué. Il y a lieu maintenant de douter, de ne pas croire que Jomba n'aurait pas de minerais ou bien des minerais dans ce sens-là. Oui, je pense que nous sommes en train de réfléchir dans cette même angle d'idée. Vous l'avez attendu, je l'avais déjà dit. Jusque-là, il a dit qu'il n'y a pas des études qui ont prouvé qu'il y aurait des gisements d'or à Jomba. Moi-même, je l'avais déjà évoqué, mais nous sommes d'accord que le Congo, c'est un pays qui surprend toujours. Et donc, il faut beaucoup de vigilance, il faut encore chercher à savoir plus. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et ceux qui le disent, peut-être qu'ils ont vu quelque chose. On ne peut pas négliger les formations, il faut vérifier les formations. Mais jusque-là, nous croyons que Jomba n'est pas figuré parmi les zones où il faut chercher de l'or. Alors, revenons sur cette information. Les M23 accusés de bombarder les positions des FARDC de Rwangouba. C'est toujours, je crois, dans les Jomba. Et il y a en tout cas des sources locales qui ont accusé hier, vendredi, les M23 de larguer des habits sur les positions des FARDC à Rwangouba et Rangira. Là, nous sommes dans les territoires de Rutshuru. Selon les mêmes sources, des tirs sont en tout cas attendus depuis tôt le matin d'hier, vendredi, dans les groupements de Boueza. Dans notre confrère est revenu sur ça, dans les Boueza, Boussanza et Jomba. Elle précise, donc ce sont ces sources qui précisent que les rebelles larguent ces obus depuis les collines de Mukarenga et Shema dans les groupements de Boueza. Comment comprendre cela? Et pourtant, tous ces groupements-là sont toujours occupés par les populations civiles. Tout à fait, vous savez, c'est ça la faiblesse même du terroriste M23. À un certain moment, il ne sait plus dans quel sens se vouer. Il s'attaque aux paisibles citoyens, ils les prennent en otage. Il faut dire que le gouvernement pouvait jouer à la promptitude pour essayer de libérer tous cette population qui est en otage. C'est comme si ils sont sous kidnapping, quoi. Peut dire que c'est abandonné par le gouvernement de Kinshasa? Bon, juste, on ne dit pas que c'est abandonné parce que la démarche, c'est de récupérer tous ces milieux qui sont occupés par les M23. Sauf que il faut compatir avec tous ces gens-là qui vivent dans des zones occupées par les terroristes M23. Il faut mettre fin à ces hostilités parce qu'ils sont raçonnés par ces terroristes-là, mais aussi beaucoup de violations des droits de l'homme et tout ce que vous connaissez quand c'est un terroriste qui s'occupe de vous. Mais les accords que les M23 disent avoir signés avec le gouvernement de Tshisekedi, pourquoi Kinshasa ne veut pas respecter ces accords si jamais il y aurait ces derniers? Moi, je pense que depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, à la tête du pays, nous n'avons pas vécu
disons, des assises. On a vraiment, je ne sais pas lesquelles vous précisez, ce qui a réuni les M23. En suivant par exemple les porte-paroles Willingo, les majors. Lui, il parle d'ailleurs que certains de ses membres auraient passé. C'est de la diffamation, c'est de la diffamation. Plus d'une année à Kinshasa en train de négocier. C'est faux. Nous savons le régime qui a réuni les M23 autour d'une table et ça a été officiel. Ils sont partis, le régime Kabila. Après le chef. Maintenant, le président Tshisekedi, lui, l'a fait officieusement. Après l'échec du M23, avec les vaillants colonel Mamadou, aujourd'hui proclamé à titre posthume comme général, oui. Kabila a récupéré le M23, il l'a ramené sur une table et ils ont fait des accords. Malheureusement, nous l'avons considéré peut-être comme des accords du régime. Mais au-delà de ça, le M23... Et la continuité des affaires de l'État. Hein? La continuité dans quel sens? La continuité, on peut briser. Il faut quand même à un certain moment qu'il y ait rupture. Et c'est la politique. Au nom de la paix, Gédéon. Je ne dis pas au nom de la paix, on ne peut pas accueillir un terroriste sur notre sol, un étranger. Aujourd'hui, c'est clair maintenant. Ils ne sont pas étrangers. C'est la force maintenant du régime aujourd'hui qui a prouvé que non, la personne avec qui le régime passé faisait des conciliables, c'était un étranger. C'est là où vous avez vu que Kagame lui-même s'est montré ouvertement devant le monde entier et l'opinion internationale qu'il était le chef de ces mouvements. Donc ça veut dire que ça vient du Rwanda. Vous avez suivi la conversation de Blinken, le secrétaire d'État américain, et quand il voulait condamner, et Kagame a prouvé que non, lui soutient le M23, parce qu'il y a les FDLR qui sont soutenus aussi par les FARDC, alors que nous n'avons rien à faire. Les FARDC aussi auraient soutenu les FDLR, c'est ce qu'il a dit. Ah oui, alors que nous n'avons rien à faire avec les FDLR. Le souci, c'est que la démarche aujourd'hui, c'est que les FDLR reviennent là où ils étaient venus. D'ailleurs, c'est une question de la communauté internationale. On ne sait pas pourquoi on est mêlé dans cette question. D'accord. Pour finir, parlons aussi de ce sujet. Le président Tshisekedi est le seul membre de la communauté d'Afrique de l'Est qui n'a pas encore commenté l'élection de William Ruto comme président élu du Kenya. Comment? Vous êtes l'IDPS, hein? Ah oui, je ne sais pas s'il faut commenter ou pas, mais William Ruto est passé. Il a été voté par son peuple. C'est une question. Contesté. Oui, c'est une question souveraine. L'élection de Tshisekedi avait été contestée. Oui, c'est une question souveraine. Voilà, il n'y a jamais eu toujours unanimité aux États-Unis, c'est passé. Biden, jusqu'à aujourd'hui, les cas des républicains contestent toujours. Oui, contestent toujours. Mais pourquoi ils ne l'ont jamais Tshisekedi n'a pas encore commenté l'élection de Ruto? Oui, j'ai l'impression qu'il soutenait l'opposant Odinga, c'est ça? Tshisekedi ne pouvait pas apporter son soutien à qui que ce soit. Il s'attend avec tout gouvernement qui sera installé au Kenya parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des pays qui a de bonnes relations avec le Kenya, comme vous le savez. Mais je pense pas que c'est comme si ça risque de briser parce que ça se dit selon les observateurs. On voyait le président Tshisekedi, c'est vrai, proche de Kenyatta, Uhuru Kenyatta, le président sortant, lui-même qui apportait son soutien à l'opposant Odinga, et du coup c'est Ruto qui soit élu, qui est d'ailleurs proche du président rwandais Kagame. Est-ce que vous ne voyez pas que la carte semble très compliquée maintenant? Oui. Qu'est-ce qui compromet nos relations entre le Kenya et la République démocratique du Congo? Je pense que ce ne sont pas des relations tendues, ce sont des relations peut-être qui tiennent bon. On peut coopérer sur le plan économique, on peut coopérer sur le plan politique. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je vois pas alors les commentaires du président Félix. Je n'attends rien. Qu'est-ce que ça va changer ou ça ajoute quoi? Vous voyez? Et donc il est obligé. Mais dans le cadre de la diplomatie quand même, il peut le faire. Il peut le faire, oui, il peut comme ou ne les pas. Autres les font. Il peut ou ne pas, mais ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un président élu démocratiquement au Kenya, accepté, qui a toute sa légitimité. Et nous, on ne peut rien. C'est tout ce que nous attendons. Disons, respectons la souveraineté
de la population kenyane, quoi, du peuple kenyan. Merci beaucoup. Il faut en tout cas rappeler que l'élection de William Ruto au Kenya remettra-t-il, parce que c'est une question qu'il faut que les gens se posent, est-ce que remettra-t-il en cause les accords entre les Kenyans et la RDC signés en avril 2021? Je ne sais pas qu'est-ce que les gens pensent également. Il faut en tout cas noter que le président Tshisekedi est le seul membre de l'EAC qui n'a pas encore commenté l'élection de Ruto en tant que président élu du Kenya. Mais William Ruto a été en tout cas déclaré vainqueur des urnes Bata Raila Odinga, un allié du président Tshisekedi, il faut le préciser. Allié du Kenya, pas du... Mais c'est vraiment un grand ami au président Tshisekedi. On l'a vu d'ailleurs. Peut-être que la petite confusion qu'il faut élaguer, c'est le mal de l'Afrique, parce qu'à l'époque, les relations ont été entre les individus, mais pas avec les États. Et aujourd'hui, je suis en train de conclure, je pense qu'aujourd'hui, il faut institutionnaliser les choses. Donc, les relations ne se passent pas entre les présidents, mais ça passe entre les États. Non, je dis Odinga n'était pas aux affaires, parce que quand on dit que le président Tshisekedi, en tout cas, c'est un grand ami à l'opposant historique, je ne vois pas le mal, parce que c'est l'histoire. On a vu Raila Odinga aussi, qui était en tout cas proche du président, le président de l'IDP, c'est le Sphinx Etienne Tshisekedi. Donc c'était normal que son fils Tshisekedi aussi soit proche de Odinga quand même. Est-ce que vous vous rappelez quelque chose juste après l'élection du président Tshisekedi, ou non, pas après les élections du président Tshisekedi, je voulais rectifier quelque chose. Après les élections du président Macron, au passé, parce que vous avez comme les informations qu'à un certain moment, ils ont été collègues avec le président Tshisekedi, et les gens disaient que non. Alors, je pense que la politique de la France et de la RDC pouvait s'améliorer, parce que on estimait que la France avait bloqué quelque part et que l'IDPS ne pouvait pas y accéder, parce que aussi la France avait sa politique. Merci. Mais à conclure, je vous dis que chaque président fait la politique de son pays. Ce n'est pas une politique d'amitié. Merci beaucoup, Gédéon. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Je rappelle que nous sommes revenus en tout cas sur cette question qui divise la classe politique et d'ailleurs tous les Congolais sur les réseaux sociaux. C'est par rapport à une information qui circule, relayée par la société civile de recours ainsi que l'ancien administrateur de ce même territoire, faisant état qu'il y aurait des hélicoptères de l'armée rwandaise qui ont atterri en tout cas sur les sols congolais, précisément dans les retours, pour récupérer des minéraux, notamment l'or, exploité pendant tout cet temps par le M23. Alors, mesdames et messieurs, nous étions avec Gédéon Sepengwa pour commenter cette actualité. Gédéon, merci d'avoir été là.